À la suite de la guerre en Iran et de l'intervention au Venezuela, il semble de plus en plus que Cuba soit la prochaine cible. Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump l'a laissé entendre en disant « Nous pourrions passer à Cuba une fois que nous en aurons fini avec ça ». Ce n'était pas un commentaire isolé. Ces dernières semaines, Donald Trump a suggéré à plusieurs reprises que Cuba serait la prochaine sur la liste. Mais il n'est pas clair quel est le plan. En réalité, jusqu'à présent, l'approche de Donald Trump est restée imprévisible, sans doute pour maintenir les Cubains dans l'incertitude. Il est évident que Donald Trump a besoin d'une victoire politique. Une grande partie de sa base électorale est devenue inquiète à cause du conflit avec l'Iran, et certains au sein de l'exécutif considèrent Cuba comme une victoire relativement facile, qui pourrait aider à rallier la base de soutien du président. Un sondage du Miami Herald publié le 16 avril a révélé que 79% des Cubains et des Cubano-américains du sud de la Floride soutiennent une forme d'intervention militaire américaine à Cuba. Mais contrairement à l'opération contre Maduro, où la marine américaine a passé des mois à rassembler des forces autour du Venezuela, toute action contre Cuba pourrait être lancée directement depuis des bases situées aux États-Unis. Cela signifie qu'une intervention militaire à Cuba pourrait survenir soudainement, avec peu de préavis. Si cela arrivait, l'opération pourrait prendre diverses formes. Cela pourrait être un raid rapide pour capturer des hauts dirigeants comme Díaz-Canel, ou une campagne aérienne plus vaste visant des sites militaires et gouvernementaux clés. Dans le scénario le plus extrême, les États-Unis pourraient lancer une invasion totale pour renverser le gouvernement cubain et le remplacer par un gouvernement plus soumis à Washington, bien que cela reste peu probable. Quoi qu'il en soit, un changement de régime à Cuba semble être en préparation. Trump considère Cuba comme une opportunité de regagner de l'élan politique dans son pays, tandis que Rubio pourrait utiliser cette question pour se positionner en vue d'un poste plus élevé. C'est comme ça que ça se passe. Certains conflits commencent à la frontière, d'autres commencent avec les chiffres des sondages. Depuis que Fidel Castro a pris le pouvoir à La Havane en 1959, chaque président américain s'est heurté à la question de savoir que faire de Cuba. Au cours des décennies qui ont suivi la prise de pouvoir des communistes, le pays n'a eu que deux autres dirigeants. Le frère de Fidel, Raúl, qui a quitté ses fonctions en 2018, et son successeur, Díaz-Canel, qui est aujourd'hui le premier secrétaire du Parti communiste. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la politique des États-Unis envers Cuba a oscillé entre l'escalade et le rapprochement. Le président Clinton a signé la loi sur la liberté et la solidarité démocratique de Cuba, qui a renforcé l'embargo américain et fixé des conditions strictes pour la levée des sanctions. Le président Obama, en revanche, estimait que la politique d'isolement de Cuba avait échoué. Il a maintenu l'embargo commercial, mais a rétabli les relations diplomatiques avec La Havane, assoupli les sanctions économiques et retiré Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Immédiatement après, les Cubains ont lancé des réformes économiques modérées. Ils ont autorisé davantage de petites entreprises privées, assoupli les règles sur l'investissement étranger et réduit les effectifs de l'État. Pourtant, malgré l'optimisme, il est vite devenu évident que La Havane n'était pas prête pour un véritable changement économique. Les partisans de la ligne dure du gouvernement cubain ont raillé la politique d'Obama, la qualifiant de cheval de Troie qui entraînerait des changements politiques indésirables et libérerait des forces économiques incontrôlables pour La Havane. En fin de compte, les réformes n'ont tout simplement pas répondu aux attentes. Ainsi, lorsque Donald Trump est entré à la Maison-Blanche en 2017, il y avait peu de choses pour l'empêcher d'annuler les efforts de normalisation d'Obama. Et effectivement, quelques mois après le début de son premier mandat, Donald Trump a mis en place des centaines de mesures renforçant les sanctions contre Cuba, y compris des restrictions sur les vols, les envois de fonds et les voyages vers le pays. Depuis, l'économie cubaine est restée en déclin. Au cours de son second mandat, en janvier 2026 pour être précis, Donald Trump a intensifié sa campagne de pression maximale contre Cuba. Cela faisait partie d'une stratégie plus large visant à affirmer la primauté américaine dans l'hémisphère occidental et à limiter l'influence de la Chine et de la Russie.
Cette décision est intervenue juste après la capture du président vénézuélien Maduro, qui était un allié clé de Cuba. Plus tard ce mois-là, Trump a signé un décret présidentiel déclarant que Cuba représentait une menace extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce même document fournit un cadre juridique permettant d'imposer des droits de douane de 30% à tout pays qui fournit du pétrole à Cuba. Peu de temps après, les pétroliers ont fait demi-tour et les fournisseurs ont cessé d'approvisionner l'île. La Havane est aujourd'hui plus proche d'un blocus total qu'à n'importe quel moment depuis la crise des missiles de 1962 et la pénurie de carburant compromet la capacité de l'État à fournir les services de base. À titre indicatif, Cuba a besoin d'environ 100 000 barils de pétrole par jour pour maintenir ses services publics, mais n'en produit que 40 000. Le reste provient de l'étranger. Cette année, Cuba a jusqu'à présent reçu une cargaison de 85 000 barils en provenance du Mexique le 9 janvier, suivie d'une autre livraison de 100 000 barils de la Russie le 30 mars. Mais au-delà de cela, il y a eu peu d'approvisionnement supplémentaire en 2026. Presque plus de pétrole n'arrive à Cuba, ni du Venezuela, du Mexique, de l'Algérie, de l'Angola, du Brésil, de la Russie, ni pratiquement de nulle part ailleurs. En conséquence, les services de base s'effondrent désormais sous nos yeux, et le pays traverse sa pire crise économique depuis les années 1990. L'essence et les médicaments se font rares. Les coupures de courant sont devenues courantes, les prix des denrées alimentaires ont grimpé, et les épidémies de maladies transmises par les moustiques ont submergé le système de santé publique. Beaucoup de ces complications s'accumulaient depuis des années, mais la campagne de pression maximale de Trump a aggravé la crise. Il y a maintenant des files d'attente aux stations-service qui durent des heures, les écoles suspendent les cours, les hôpitaux annulent des opérations, et les déchets s'accumulent dans les rues, puisque la plupart des camions poubelles sont hors service. Avec la pression qui s'accentue sur plusieurs fronts, la Havane a peu de marge de manœuvre. Trump le sent probablement aussi. À Washington, on croit de plus en plus que l'État cubain est à son point le plus vulnérable depuis des décennies, et la Maison-Blanche semble déterminée à exploiter cette opportunité et à contraindre la Havane à un changement politique. Dans ce contexte, le Pentagone élabore actuellement une série d'options militaires pour une éventuelle intervention contre Cuba. Discrètement, mais sûrement, la situation commence à évoluer vers quelque chose de bien plus dangereux. Malgré la rhétorique belliqueuse de Trump, les canaux diplomatiques restent ouverts. En avril, une délégation du département d'État américain a visité la Havane, marquant la première fois qu'un avion du gouvernement américain atterrissait à Cuba depuis la brève reprise des relations sous l'administration Obama. Les Américains sont venus avec une longue liste de revendications, y compris des compensations pour les résidents et entreprises américains dont les biens ont été confisqués. Après la révolution de 1959, la libération des prisonniers politiques et une plus grande liberté politique pour la population cubaine. Ce premier point, l'indemnisation pour les biens perdus, est vraiment au cœur du problème, surtout au sein de la diaspora cubaine aux États-Unis. Offrir une forme d'indemnisation contribuerait grandement à obtenir une victoire politique dans le sud de la Floride, avant les élections de mi-mandat en novembre. Bien sûr, un accord avec Cuba créerait également des perspectives économiques pour les entreprises américaines, d'abord par l'ouverture du secteur touristique de l'île, et, à plus long terme, par le potentiel d'investissement plus large. Mais pour Trump, Cuba est probablement autant une question intérieure qu'une question de politique étrangère. Cela dit, la demande de compensation pourrait facilement faire dérailler tout accord plus large. Selon l'Assembly of the Cuban Resistance, qui est une organisation anti-gouvernementale opérant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, le montant total de la demande s'élève à environ 9 à 10 milliards de dollars. Étant donné la détérioration des conditions économiques à Cuba, la Havane n'est pas en mesure de payer une telle somme. Si la direction cubaine refuse de satisfaire les exigences des États-Unis, ou si les négociations échouent complètement, le Pentagone pourrait opter pour une intervention militaire. Au début, la campagne resterait probablement indirecte.
Les États-Unis pourraient intensifier les opérations de surveillance autour de Cuba, déployer des navires de guerre près de l'île, et effectuer des exercices militaires dans toute la Caraïbe afin de faire pression sur la Havane pour obtenir des concessions. Mais si ces mesures ne donnent pas de résultats, le Pentagone pourrait intensifier les actions, en lançant des frappes aériennes contre les infrastructures militaires et les installations gouvernementales, suivies de raids des forces spéciales, visant des hauts responsables. Mais même si aucune action militaire n'est entreprise, la menace de celle-ci doit rester à son niveau le plus élevé. Les Cubains sont réputés pour leur diplomatie lente et ne céderont que s'ils estiment que leur sort, leurs biens et même leur vie sont réellement en danger. Si la délégation américaine se présente aux négociations sans la menace imminente d'une intervention militaire, les discussions dureront plus longtemps que la présidence de Trump, sans grand résultat. Ainsi, le Pentagone doit montrer ses muscles pendant que les diplomates font leur travail. À Washington, les décideurs espèrent peut-être une répétition de l'opération Maduro, mais cela pourrait ne pas être une option dans ce cas. Après près de 7 décennies de régime communiste, il n'y a personne au sein du système cubain capable d'apporter un changement significatif au pays. Personne n'a un parcours cohérent en faveur de la libéralisation économique, même de façon modeste. Donc, même si Díaz-Canel était forcé à l'exil, il reste incertain qu'une alternative plus coopérative soit prête à prendre sa place. D'un autre côté, Cuba n'a plus beaucoup d'alternatives. Sans pétrole, les conditions continueront de se détériorer jusqu'à devenir insupportables, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de manifestations anti-gouvernementales. Conscients du risque, les dirigeants cubains ont commencé à céder à certaines des exigences des États-Unis. En mars, ils ont introduit de nouvelles réglementations permettant aux expatriés de posséder des entreprises dans le pays, et en avril, ils ont libéré 2000 prisonniers politiques. Mais jusqu'à présent, ces concessions ont fait peu pour apaiser la Maison-Blanche. L'une des raisons est que la campagne de pression contre Cuba n'est peut-être plus uniquement motivée par des calculs stratégiques. Après tout, Cuba n'est guère le genre de menace qui justifierait normalement ce type de réaction. Vous voyez, contrairement au Venezuela, il ne possède pas d'immenses réserves de pétrole. Et contrairement à l'Iran, il n'a pas de programme d'armes nucléaires. Et même si Donald Trump peut être attiré par l'idée de résoudre un problème qui a frustré 12 présidents avant lui, la force motrice derrière la politique américaine pourrait en réalité être le secrétaire d'État Marco Rubio. En tant que fils d'immigrés cubains, Marco Rubio a toujours considéré Cuba non seulement comme une question géopolitique, mais aussi comme une affaire profondément personnelle. Il a longtemps plaidé pour que les États-Unis intensifient leurs efforts pour renverser le gouvernement cubain. Il a également été l'un des plus fervents critiques de la tentative de normalisation d'Obama, et il est depuis devenu le visage de la position de cette administration envers l'Amérique latine. Rubio est l'une des rares personnes à Washington qui considère encore Cuba comme une priorité pour les États-Unis. Plus important encore, il a la crédibilité politique nécessaire pour faire accepter un accord non seulement au Capitole et à Miami, mais potentiellement même à la Havane. Cela fait de lui à la fois une menace et une opportunité pour le gouvernement cubain. Il représente une opportunité parce qu'il a laissé entendre qu'il privilégiait une approche plus graduelle, affirmant que le changement à Cuba n'a pas besoin de se produire d'un seul coup, car tout le monde est mature et réaliste. En pratique, cela pourrait signifier l'introduction de réformes de manière progressive, tout en maintenant une grande partie du système existant. Mais un tel arrangement serait profondément controversé. De nombreux exilés cubains, groupes anti-gouvernementaux et membres du Congrès y verraient une légitimation du gouvernement communiste à la Havane. Surtout puisque la loi Helms-Burton lie la levée de l'embargo à des conditions telles que des élections libres et le démantèlement de l'appareil de sécurité d'État de Cuba. Rubio, cependant, est peut-être la seule personne en Amérique ayant ne serait-ce qu'une infime chance de naviguer dans cet immense labyrinthe politique. Parfois, une percée à l'étranger dépend de la situation politique intérieure. J'ai été votre hôte, cher Van de Caspian Report. Si vous avez apprécié ces vidéos, pensez à soutenir la chaîne sur Patreon et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci pour votre temps et salam.